parti. Merci beaucoup, cher ami, parce que Madame Bertin et Vanessa sont seules à la régie pour assurer cette conférence. Et bienvenue aux étudiantes de l'Université du Temps Libre, que je remercie pour leur fidélité. Également d'autres amis qui viennent de fort loin, y compris de La Réunion, de Paris, également quelques collègues qui me font l'amitié de me suivre sur cette approche concernant évidemment le cadre de ce bicentenaire de la mort de l'empereur. S'affiche déjà quelque chose qui correspond un peu à ce météore. Il se définissait comme un météore. Quel roman que ma vie, que je tire d'une exceptionnelle biographie que je vous conseille de lire de Patrice Guéniffet, Bonaparte, qui avait attiré beaucoup de monde quand il y a quelques années à Sciences Po, il était venu faire une conférence. Et donc, je me permettrai, selon ma spécialité, puisque vous le savez, je suis historien militaire, et là je suis véritablement dans mon jardin, d'ouvrir le roman de la vie de Bonaparte par un grand épisode qui est l'expédition d'Égypte. Il a cette phrase quand il s'embarque à Toulon: l'Orient n'attend qu'un homme. Alors Bonaparte et l'expédition d'Égypte, les dates 1798-1799, c'est la fin du Directoire. Il y a quelque chose d'assez magique que vous indique d'ailleurs cette photo que j'ai faite en décembre 2000 avec une amie sur le Nil. Nous étions d'ailleurs dans une situation très privilégiée. Décembre 2000, c'était au lendemain des grands attentats en Égypte, notamment Deir el-Barani à la fin 1998, si bien que j'ai eu l'extraordinaire chance avec elle de traverser l'Égypte et le Nil sans quasiment personne. Un véritable rêve. Pourquoi? Pour partir à la rencontre d'un autre rêve, Bonaparte et l'expédition d'Égypte, ou le rêve inachevé. Voilà le vainqueur de l'armée d'Italie, qui a une popularité absolument incroyable. Il a renfloué les caisses de l'État par la campagne d'Italie. Il a atteint les frontières naturelles. Il est en train de réaliser une œuvre absolument inouïe dans l'histoire nationale, mais également, ça devient quelqu'un qui, pour certains, devient un peu dérangeant. Alors, essayons d'analyser d'abord, en ouverture de rideau, quelles sont les racines, les causes de cette extraordinaire projection de puissance, une projection de puissance flotte et armée comme la France ne l'a jamais faite auparavant, plus que pour l'expédition Rochambeau-de-Grasse en 1781 aux Amériques. On peut dire qu'il y a d'abord dans l'air une idée déjà ancienne, et là je m'inscris en faux par rapport aux analyses de collègues américains comme Johan Cole ou australiens comme Ian Kohler, qui ont vu seulement l'expédition d'Égypte dans une confrontation entre l'islam et Bonaparte. Là, ils font fausse route. Parce que cette idée de l'expédition est ancienne. D'abord, Leibniz, le grand savant, le philosophe, écrit au moment de la guerre de Hollande, à Louis XIV, une lettre où se trouve cette phrase: l'Égypte est la mieux située pour acquérir l'empire du monde et des mers. Il dirait, mais enfin, pourquoi il dit ça? Il y a quelques cailloux, les pyramides, bon. Non, les Hollandais, avant les Anglais, faisaient transiter le plus riche de tous les commerces, qui est le commerce des épices, c'est-à-dire la noix muscade, la noix de cajou, le poivre, qui venait soit de Zanzibar, mais surtout des Indes hollandaises, c'est-à-dire l'actuelle partie de Bornéo, Java, surtout Sumatra, passer par l'océan Indien, la mer Rouge, puis s'arrêter à Suez et transiter ensuite par ce que les Anglais vont appeler le courrier de la terre, l'Overland Mail, la direction Suez-Alexandrie. Et ensuite, les vaisseaux hollandais reprenaient donc la direction d'Amsterdam. Les Anglais ont pris la suite, si bien que Choiseul, en 1769, c'est-à-dire hélas 6 ans après le plus désastreux de tous les traités, le traité de Paris, ou à la fin d'une guerre incompréhensible, la guerre de 7 ans, au traité de Paris, la France tout simplement renonce à l'Amérique, sauf les Antilles, et Chouillat pour par exemple Saint-Pierre et Miquelon, nous perdons également les possessions françaises aux Indes. Et Choiseul, le grand ministre de Louis XV, a cette idée que pour compenser la perte de ces colonies immenses, il faut ruiner l'Angleterre
justement par la question de l'Overland Mail. Les Anglais ont succédé donc aux Hollandais. Ils ont profité de la Révolution française pour mettre la main d'ailleurs sur Singapour et d'autres points clés que tenaient auparavant soit les Hollandais, parfois même les Portugais. Donc, l'essentiel de leur commerce maintenant vient aussi des Indes, dont ils achèvent la conquête, et ils passent ce commerce par la mer Rouge, par l'isthme de Suez, par l'Overland Mail, d'Alexandrie. C'est ensuite la direction des ports anglais ou gallois. Intéressant de savoir que cette carte que vous avez à droite a été commise au moment de l'expédition. Elle est fort précise. Pourquoi? Parce que à partir de la fin du XVIIe siècle, des voyageurs qui sont souvent, je dirais, des artistes, des savants, des topographes, des hydrauliciens, l'ancêtre des géographes en quelque sorte, font des relevés très précis. C'est le rôle clé des voyageurs espions. On sait où on va. Et Napoléon ne s'engageait jamais dans une campagne. La erreur qui fera en 1812 en Russie, sans avoir auparavant consulté ses cartes. Il y a aussi maintenant une autre idée. Vergennes, notre plus grand ministre des Affaires étrangères, le ministre de Louis XVI, la guerre d'indépendance américaine. Il envoie non seulement De Grasse et Rochambeau aider les Américains avec Lafayette qui était déjà sur place, mais il envoie aussi dans l'océan Indien le bailli de Suffren. Il faut dire Suffren. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la marine qui diront l'air pincé Suffren. Et là, il aurait bondi. Et Suffren mène entre 1781 et 1783 une extraordinaire campagne où non seulement il réussit à vaincre la flotte anglaise, mais il envoie un corps de débarquement et il aide le sultan d'un royaume qui est le Mysore. Le premier des sultans, c'est Ayer, lui succède ensuite Tipo Saïd, et il se bat à la fois sur mer et sur terre. On voit donc une alliance qui se confirme ensuite en 1787 entre la France et l'État du Mysore. Et alors, la révolution arrive, on se dit que c'est terminé, mais non. Tipo Saïd, dont je vais vous montrer ici une image, s'inscrit au club des Jacobins, il se réclame comme Jacobin. Après tous les déboires que le directoire a pu connaître, il fait un geste en 1797. Il envoie donc, en partant de la Réunion, un renfort de 100 hommes. Tipo Saïd, qu'est-ce que c'est? C'est le rêve de Bonaparte d'une alliance de revers. Il avait estimé qu'en tendant la main au Shah de Perse, c'est la dynastie, la grande dynastie des Qajars qui commence en 1794 et qui n'est pas anglais. Eh bien, c'est le rêve d'Alexandre, tendre la main aux Perses, puis ensuite atteindre le Mysore et chasser les Anglais. L'autre question est plus conjoncturelle puisqu'elle concerne le directoire. Le grand ministre des Affaires étrangères, qui a en grande partie fait Bonaparte, il a fait entre autres épouser Joséphine, bien c'est l'idée de couper la route des Indes, il reprend l'idée de Leibniz. En même temps, le directoire, moins Talleyrand, trouve que ce général tellement populaire et invaincu, il devient de plus en plus encombrant. Alors qu'il aille planter ses choux loin, là-bas, dans le Proche-Orient, peut-être. Ajoutez à cela qu'il y a eu un échec. Le grand Carnot, qui est directeur, qui est le maître de la guerre, avait imaginé un débarquement en Irlande, puis ensuite passer de l'Irlande à la Grande-Bretagne proprement dite. C'est un échec. D'où l'idée de prendre une solution, un joker, une stratégie dite indirecte, couper l'artère jugulaire de la fortune du commerce anglais à Suez et Alexandrie. Bonaparte lui-même est fortement intéressé. On le voit rêver à Ancône auprès de quelques-uns de ses proches, estimant que la conquête de l'Égypte compenserait la perte de la principale des îles à sucre, Saint-Domingue. C'est l'époque de Toussaint l'Ouverture. Il ne reste plus comme Antilles que la Guadeloupe. Tout le reste est perdu. C'est aussi un rêve tout à fait particulier, c'est Mare Nostrum. En 1797, ce général qui agit seul fait la conquête de Zante, de Céphalonie, mais surtout de la grande île de Corfou pour verrouiller l'Adriatique. Il a un rêve méditerranéen. Il est dans la lignée de César. Il rêve de reprendre ce que Louis XIV avait fait avec l'amiral Duquesne,
avant d'être un robe de Martinique, c'est un très grand amiral, qui en 1672 avait transformé la Méditerranée centrale et la Méditerranée occidentale en lac français. C'est ce que veut refaire donc Bonaparte. S'ensuit aussi ce rêve d'Alexandre, le rêve fou d'Alexandre, repartir sur ses traces, aller tendre la main là-bas à une indépendance que l'on voudrait amie de la France, puisque Vergène y avait aussi songé, il s'agit de l'Inde. Mais quand on interroge maintenant un des historiens que je vais souvent citer, de l'Institut du Caire, c'est mon collègue Ahmed Youssef. Je crois que, contrairement à cette idéologie rampante, nocive, fondée sur des mots atroces que je ne pensais pas revoir un jour dans ma carrière d'historien, les notions de race, les notions de religion, tout ce qui est en train de s'agglomérer autour d'un concept nauséabond de cancel culture, d'islamo-gauchisme, et je passe, jusqu'à dire que l'Occident, la France en particulier, avait toujours méprisé ce qui n'était pas français. Non, nous sommes dans l'esprit des Lumières. Et que nous dit Ahmed Youssef? Il nous dit qu'il y a une mode qui précède même Bonaparte de l'Égypte. Il y a une fascination. Et Bonaparte part avec cette idée qu'il va revenir aux sources de la civilisation. Quant au rêve lui-même de tendre la main à Tipo Saïd, hélas, il meurt au combat en 1799, tué par l'ancien vaincu de Yorktown en 1781, le général Cornwallis. À partir de 1799, on peut dire que l'Inde devient anglaise. Petite parenthèse, si vous avez suivi, parce que j'ai un certain âge, dans les années 1970, un excellent feuilleton en couleur, c'était une première sur la deuxième chaîne, Le soleil se lève à l'est. Eh bien, Bonaparte n'a pas abandonné cette idée. Et le Mysore étant vaincu, il a alors envoyé 2 ingénieurs polytechniciens artilleurs pour aider les Sikhs. Et les Sikhs vont mener, au nom du premier consul, puis de l'empereur, qui est leur allié, une guerre extraordinairement pointue face aux Anglais, même après la chute de l'Empire. Je referme la parenthèse. Alors, l'énorme armada, au départ à la fois de Toulon, au départ de Civitavecchia, de Port-Mahon. Port-Mahon, pourquoi dans les Baléares et Minorque? Parce que, pour une fois, l'Espagne est notre allié. De Gênes, de Bastia. C'est quelque chose d'énorme, 309 bâtiments en tout, 10 000 marins, 40 000 soldats et 87 ânes. Alors, c'est l'appellation contrôlée que les soldats de l'armée d'Orient, c'est comme cela qu'on appelait, réservent aux savants, aux étudiants. Et voilà une trace de l'esprit des Lumières. Oui, me dira-t-on, tel physicien, tel mathématicien, comme Berthollet, le physicien Le Pin, ce sont les gens qui vont s'occuper de la logistique de la grande armée pour créer des ponts, un pont flottant sur le Nil, par exemple, des routes, des fours à pain. Il n'y a pas que ça. C'est la première, et je pense la seule expédition, à l'inverse de Cortés arrivant à Mexico, qui n'est pas là pour détruire, mais qui est là pour enregistrer, essayer de comprendre la magie de la civilisation égyptienne. Voilà pourquoi il y a des savants, les plus grands que la France puisse compter, mais également des étudiants, y compris de l'école polytechnique. Alors on s'embarque depuis Toulon, le départ de la flotte est extraordinaire. Tous les bâtiments pavoisent. Pour une fois, le directoire a mis les petits plats dans les grands, malgré ses faibles finances, ça a de la gueule. Et surtout, regardez bien la carte. La flotte qui part de Toulon passe par le Cap et se glisse entre l'île de Monte Cristo, Sainte-Hélène, l'île d'Elbe, lapsus significatif, hein, l'île d'Elbe et la Corse. Dans le documentaire que vous allez voir tout à l'heure, l'introduction, il y a une grosse erreur. On fait passer la flotte française à l'ouest de la Corse. Si ça avait été le cas, Nelson, qui venait de quitter avec la flotte anglaise Cadix, n'aurait fait qu'une bouchée de cette énorme concentration de bâtiments. Donc on rase, sans connaître la destination, la Sardaigne, puis on fonce, en passant d'ailleurs assez près de l'île de Pantelleria, et certains bateaux apercevront le Cap Bon en Tunisie pour arriver à Malte. Malte, 6 semaines de voyage,
Oui, pour arriver à Alexandrie. Vous voyez qu'ici, c'est long. Mais pourquoi Malte? Eh bien, comme je dis toujours à mes étudiants, un navire à voile, avant l'invention en 1820 de la caisse en zinc qui permet de conserver assez longtemps l'eau, un navire à voile, ça marche à l'eau. Parce qu'on ne sait pas conserver l'eau. C'est des barriques. Alors, les deux témoins que je vais citer tout à l'heure, l'un dit, au bout de 15 jours, l'eau est imbuvable. Ça a un goût de vase. Et l'autre dit, cette eau est imbuvable, on dirait, c'est une odeur de verre de terre mouillée. Donc, il faut impérativement faire de l'eau. Alors, l'affaire de Malte m'intéresse parce que Bonaparte va nous rouler dans la farine. Il dit, mais j'ai demandé l'hospitalité au grand maître à La Valette, qui est la capitale de l'ordre de Malte. Mais il nous a dit, oh, je ne peux accueillir que 4 bâtiments dans une des plus belles rades du monde, qui est la rade de La Valette. Et je suis allé en 1994. Non, il avait vraiment l'intention de commettre ce qu'il faut appeler un acte de piraterie internationale. On supprime un État souverain qui est l'ordre de Malte, en y mettant la main dessus. Alors, il y aura un simulacre de combat, les Français débarquent dans l'île de Gozo, puis ensuite Napoléon s'énerve, débarque lui-même, boum boum, le grand maître se rend. 4000 chevaliers de Malte vont d'ailleurs intégrer les armées napoléoniennes, mais il supprime purement et simplement l'ordre de Malte, on laissera une petite garnison. La flotte pour refaire le plein en agrumes, c'est intéressant contre le scorbut, mais également en eau. Les Français auront l'illusion qu'ils pourront garder Malte, ce qui ne sera pas le cas. À Malte, on prend aussi un immense trésor, parce qu'on pille, hélas, les chevaliers de Malte. Bonaparte a une idée, avec cet or et cet argent, il pourra émettre une monnaie en espèces sonnantes et trébuchantes en arrivant en Égypte. Avant de débarquer, le commandant en chef rédige en mer à bord du vaisseau amiral un énorme bâtiment. Ce n'est pas un 3 ponts, c'est un 4 ponts. L'Orient, 118 canons. Une proclamation. On sait maintenant où on va. On a rasé les côtes de la Crète, et puis brutalement, quand la flotte a pris la direction de plein sud, on s'est bien douté qu'on n'allait pas planter ses choux dans la Phénicie, c'est-à-dire le Liban actuel. Tout le commandant de bâtiment lit cette proclamation. Tous les mots sont importants. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde seront incalculables. Ce qui suit. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Le premier article de foi est celui-ci. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. C'est tout simplement la profession de foi des musulmans. Mais Bonaparte, les musulmans, oui, il a lu la traduction française du Coran, celle de 1647, mais il y en a une autre qui date du règne de Louis XVI. Et là, entre parenthèses, une nouvelle fois, j'ai pu prendre Wikipédia en défaut. Il y a beaucoup de qualité dans cette encyclopédie en ligne, mais les articles ne sont pas signés. Quelquefois, on raconte n'importe quoi. Donc, il y a bien eu une traduction du Coran sous le règne de Louis XVI que Bonaparte a lu. Alors, c'est intéressant de voir la position de Bonaparte qui affirme alors totalement ce que j'ai pu traîner dans quelques sites qui ont le don de me le révulser, qui veulent systématiquement opposer Bonaparte et le monde musulman, alors qu'il est très, très marginal à l'époque du consulat et de l'Empire. Bonaparte a une admiration pour Mahomet. Mieux, il estime, et à Sainte-Hélène le confiera à son secrétaire, Lascaz, que finalement la religion musulmane est beaucoup plus simple que la religion catholique. C'est un vrai monothéisme, et il précisera même que Mahomet, ce n'est pas du tout un caravanier illettré, c'est un grand savant. Et je vous invite à regarder ce que, par exemple, mes collègues de Libéra, au Collège de France, peuvent dire maintenant sur l'histoire de l'islam. Je referme la parenthèse. Ne les contredisez pas, agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs. Là encore, ce qui a le don de me révulser quand j'entends que mais Bonaparte, c'est Hitler. À ma connaissance, oui, il a tué beaucoup de monde. Il n'a jamais créé de camp de concentration. Il a libéré les Juifs, notamment dans les ghettos italiens. Et surtout, on lui doit le grand consistoire en 1808. C'est aussi quelqu'un qui est roi bientôt d'Italie, quand il prendra la couronne impériale en 1804. Les Italiens, il a libéré Milan.
une popularité extraordinaire. Troisième paragraphe. Ayez pour les cérémonies que prescrit l'Alcoran, on ne dit pas le Coran à l'époque, et pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et de Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas pur hasard, les légions romaines protégeaient toutes les religions. Coup de chapeau à Rome, il part avec une parfaite connaissance de Rome et de César. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous accoutumer. Les peuples chez lesquels nous allons traiter les femmes diffèrent de vous. Mais dans tout le pays, celui qui viole est un monstre. Rapport à la femme qui est assez curieux pour cet homme qu'on a souvent accusé de misogynie. Pour la petite histoire, pas, quand il sera au Caire, il aura pour maîtresse la fille d'un cheikh, qui sera d'ailleurs décapité à son départ parce qu'elle a couché avec un chrétien. Et puis il aura aussi une femme d'un officier de cavalerie, que la troupe qui la trouve un peu boulotte baptisera la Bélinote, pendant qu'il le sait, son épouse Joséphine, très amoureuse d'un lieutenant de cavalerie, enfin, nous n'allons pas verser sous les jupons de l'histoire. Enfin, c'est là, ce respect de la femme est tout à fait surprenant. Attention, ce sera à géométrie variable. Hein. Je veux bien qu'au début, cela se soit passé, mais après. Le pillage n'en rédique qu'un petit nombre, il nous déshonore, détruit nos ressources. Donc, on reprend ce qu'on appelle le droit des gens, ce qui n'est pas écrit, mais qu'on appelle le droit de la guerre depuis au moins Louis XIV, malgré le pillage du Palatinat. Et enfin, la référence à Alexandre, la première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas des souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Signature, Bonaparte, membre de l'Institut, puis général. Oui, on a créé à Paris donc un institut qui corrobore l'ensemble, qui rassemble l'ensemble des connaissances des plus grands savants. Lui-même a été admis à l'Institut dans la section de géométrie. Et il signe après général. N'oubliez pas que parmi tous ses défauts, et de si le mégalomane en avait, c'est quand même lui qui a créé l'université française, dont je suis un des émules. En 1808, devant le premier chancelier, il a cette phrase « Il faut que les armes s'effacent devant la toge ». Alors le débarquement, après une tempête épouvantable, a lieu le 1er juillet 1798. On attaque la ville d'Alexandrie sous deux faces. Voilà ici ce qui est à l'Arc de Triomphe, où l'on voit Kléber mener l'assaut. Kléber, le lion de Strasbourg, qui est un général célèbre à l'époque pour avoir vaincu et les Prussiens et aussi les Vendéens. Et lors de l'assaut, ce que vous montre ce bas-relief, il se touche le front parce qu'il est le premier à escalader la muraille, il reçoit une balle, heureusement qu'il ne traverse pas. Quelques tués, interdiction de piller, et premier étonnement en arrivant dans cette ville qui trouve en grande partie ruinée, très pauvre, les Français trouvent cette immense colonne et le responsable de tout ce qui est culturel, qui est vivant de nom, par un ballon qu'il lance, sert à mesurer la hauteur, premier étonnement, un monolithe en granit d'Assouan de 285 tonnes, 29 mètres de haut. En fait, on sait maintenant que ce n'est pas César qui l'a érigé, mais Dioclétien. En tout cas, Bonaparte fait graver le nom de tous les soldats qui ont été tués, 50 pendant la prise d'Alexandrie, aux côtés de noms de légionnaires romains les noms sont gravés au pied de cette colonne. Le tout, ah non, j'ai fait une erreur de frappe, c'est pas vice la République, c'est vive la République, vive Bonaparte. Bien. Alors, je vais essayer devant vous de faire un travail d'historien. Un historien, c'est quelqu'un qui va sur place, quelqu'un qui sent la poussière d'archives et qui interroge les témoins. Quand ils sont morts, il essaye de trouver ce qu'on appelle des sources primaires. Alors voilà le premier de mes témoins. Un témoin clé de l'expédition d'Égypte, le capitaine François. Un officier qui est sorti du rang, c'est un Picard, il a fait toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire, jusqu'à Waterloo, c'est un musée de la blessure. Et pour l'expédition d'Égypte, ces sources sont particulièrement intéressantes. Il y a 2 ou 3 fois où il a fabule, ce que Jean Tullard avait un peu remarqué, quand il se met un peu trop en relief, notamment du côté de ces dames. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il écrit au jour le jour. La première édition est tardive,
puisqu'il meurt à la fin du règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français, 1903. Et quand on lit cet extraordinaire premier tome, on découvre l'actualité de choses que nous avons connues, les troupes de l'OTAN en Afghanistan, les Américains en Irak, pour ne pas parler du Vietnam, ou les Soviétiques en Afghanistan, le thème de la contre-insurrection. Quand un peuple entier lève les armes contre vous, qu'est-ce que vous faites? En même temps, la guerre par la bande, la petite guerre, tous les coups sont permis, avec des troupes spéciales. En voilà une, un régiment de dromadaires, qui a pour mission de s'infiltrer le plus loin en zone de sécurité. Et là, généralement, il n'y a pas de prisonniers. Et puis on trouve des choses très croustillantes. Exemple, bon, nous sommes confinés, je ne vous vois pas, ce que je regrette. En février 1801, les autorités françaises sont obligées de confiner la population du Caire. Alors on a connu la quarantaine, je sais, pendant les épidémies de peste au Moyen-Âge, mais là c'est vraiment un confinement à la moderne. Exemple, interdiction de circuler. Tous les débits de boissons sont fermés. Les maisons de tolérance aussi, les prostituées expulsées. Tous ceux qui sont malades ou donnent des symptômes sont mis hors de la ville. Et vous avez des heures de sortie. C'est quand même assez extraordinaire de voir comment l'histoire parfois bégaye. Aborder la campagne d'Égypte sans faire de référence bibliographique serait pour un universitaire un crime de lèse-majesté. Alors je pourrais vous inonder de livres. Je ferai référence au livre de mon collègue de la Sorbonne, Jacques-Olivier Boudon, La campagne d'Égypte, mais également à un colloque qu'il a pu diriger et qui donne, je dirais, la parole à toutes sortes d'approches de la campagne d'Égypte, y compris des historiens qui ne sont pas occidentaux. Mais comme nous sommes dans une période où tout de même nous allons commémorer avec un aspect ludique, il se trouve que Arte, il y a quelques semaines, a retransmis un documentaire fiction de Fabrice Courlier qui est particulièrement remarquable, établi sur les carnets, les journaux personnels de deux étudiants, des polytechniciens qui accompagnent le physicien Lepère, Villiers et Jollois. Je ne manque pas de vous suggérer de voir ce documentaire de grande qualité, même s'il y a des petites erreurs et des oublis sur le plan militaire. Je vais juste vous inviter à le faire en vous présentant très brièvement le jingle, c'est-à-dire le générique de présentation de ce documentaire. Voilà, débarquons. Immédiatement après la prise d'Alexandrie, il faut tenir la côte. Donc, on prend les deux autres ports, Damiette et Rosette, on les fortifie. Et ensuite, il faut marcher le plus vite possible vers la capitale de l'Égypte. Alors, l'Égypte est dans une drôle de situation. C'est une simple province ottomane. Elle est totalement à l'abandon. Ce n'est plus la richesse de l'Égypte à l'époque de la haute civilisation musulmane ou l'époque de la civilisation romaine. Elle est à l'abandon. Elle est occupée par une milice d'étrangers. Ce sont des circassiens. Avouez que voir des gens aux yeux bleus et des blonds en Égypte, ce sont des mamelouks. Ce sont en fait des esclaves militaires, très libres de leur temps et de leur devenir, à la solde très lointaine de gouvernement. Ils n'ont jamais rien fait pour l'Égypte, laissé complètement à l'abandon. C'est donc une troupe qu'on peut, certes, ce sont des Mahométans, mais les Égyptiens les considèrent un peu soit par indifférence, ça me rappelle un peu ce que les Algériens vivaient quand ils croisaient des rares Ottomans en dehors d'Alger et autres lieux comme Constantine, soit comme des gens que l'on croisait, qui prélevaient des impôts, soit comme des occupants. C'est un des éléments qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'action de Bonaparte. D'extraordinaires cavaliers, très richement dotés. Il faut donc saisir le plus vite possible la capitale. Donc on marche dès la prise d'Alexandrie vers la capitale.
par le désert, mais en même temps en se faisant suivre par une flotte sur la rive, donc, puisqu'on descend toujours un fleuve, sur la rive gauche du Nil, et la première rencontre a lieu, la bataille de Chebrest, à Chobrakit. C'est une bataille absolument exceptionnelle qui vous montre que on a affaire à des carrés. Alors, vous avez mis ici les carrés de la bataille de la pyramide, des pyramides dont je vais parler. Les carrés, c'est une invention à la fois russe et autrichienne. Quand on est attaqué par la cavalerie, une division ou plusieurs régiments se regroupent et se mettent en carré. Alors, à la bataille du 15 juillet, on est sur 6 rangs. Aux pyramides, on est sur 3 rangs. Aux angles, nous avons des canons. Parfois, sur chaque face, il y a aussi des canons qui seront rentrés rapidement à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez phénoménal que cette manœuvre. Vous avez ici une image de la bataille des pyramides où la cavalerie mamelouk, très intrépide, charge. C'est un peu l'histoire des phalanges d'Alexandre, c'est-à-dire des hommes de métier. On dirait, mais des métiers, oui. Beaucoup de ces soldats sont des conscrits, sont des volontaires. Certains, depuis 1792, qui ont rejoint l'armée révolutionnaire, et ils sont sous les armes. Donc, ils ont un métier absolument extraordinaire. Alors, vous me direz, bon, ben, c'est un fait d'armes. Ils ont un sang-froid incroyable. J'ai moi-même vécu une petite expérience. J'étais maître de conférence à Saint-Cyr, Saint-Cyr-Coët-Quidan. Ça devait être en 1986 ou 85. Les élèves officiers qui m'aimaient bien, j'avais un casque à mon nom, m'ont dit, monsieur, vous venez avec nous, on va répéter le 2S, c'est-à-dire la commémoration de la bataille d'Austerlitz. Si vous voulez, on vous met dans le trou de l'observateur, si vous voulez. Vous avez votre casque? Oui, oui. Donc, je me suis retrouvé avec un des membres du Grand Carré, qui était, je crois que c'était né, chaque élève prend le nom d'un maréchal d'Empire, avec son talkie-walkie pour mener la manœuvre. Et donc, dans mon trou, j'avais le nez au ras du gazon, j'ai été chargé par 35 cavaliers lancés au galop. Ils n'en menaient pas large. J'avais l'estomac qui remontait. Ça fait bizarre. Vous imaginez des milliers et des milliers de cavaliers qui vous chargent. Il ne faut pas bouger. Et quand retentit l'ordre pour le premier rang, feu, il faut imaginer que 600 kilos de plomb vont vous arriver dessus. Le premier rang tire à peu près à moins de 100 mètres. Puis c'est le brouillard, en raison de la fumée. Le second rang est prêt. Les cavaliers sont à 20 mètres, 30 mètres. Second rang, feu. Et là, on ne voit plus rien. C'est la mêlée. C'est effroyable. On va renouveler pour la seconde bataille parce qu'il faut à tout prix saisir le Caire le 21 juillet. Et dans les deux cas, Bonaparte joue à quitte ou double. C'est la quasi-totalité de l'armée d'Orient qu'il a avec lui. Il le dit, c'est écrit sur les drapeaux, il faut vaincre ou mourir. C'est ce que Jean Tulla rappelle un Waterloo à l'envers. Aux pyramides, le 21 juillet, Bonaparte a devant lui 60 000 hommes, à la fois les Mamelouks, plus une infanterie retranchée, vous l'avez sur la carte à droite, dans une position forte, bastionnée, et qui est en Babek, si bien que les Égyptiens appellent la bataille des pyramides la bataille d'Ambabek. Il y a aussi des centaines de bâtiments armés par les Mamelouks sur le Nil. Alors, je crois que je vais faire parler, à travers cette citation, l'art de la guerre consiste dans une offensive audacieuse et rapide. Naples. En parenthèse, c'était comme ça qu'il signait. Naples. Une petite théorie. Plus on est bête, plus on a des signatures interminables. On peut comparer Naples à certaines signatures d'un président américain qui a eu la bonté de vouloir évacuer la Maison-Blanche il y a peu. Voilà ce que ça donne quand on est au cœur de l'action. Voilà ce que c'est qu'une source primaire. Ce n'est pas Victor Hugo qui a écrit ça pour Waterloo. C'est le capitaine François, pendant, à l'époque, il est simple maréchal des logis, lors de la bataille des pyramides. Voici les Mamelouks presque sur nous. L'ordre est enfin donné, et c'est un vrai carnage. Les sabres des cavaliers ennemis rencontrent les baïonnettes de notre premier rang. C'est un pêle-mêle incroyable. Chevaux et cavaliers tombent sur nous, certains à reculons. Plusieurs Mamelouks ont leurs vêtements en feu. Les bourres de nos armes les avaient allumés. J'étais au drapeau et j'ai vu tout près de moi des Mamelouks, blessés, en tas, et qui brûlaient, essayaient de sabrer les jambes des soldats des premiers rangs.
Nous étions si fermes au poste qu'ils nous croyaient attachés ensemble. Je n'ai jamais vu de gens si braves et si déterminés. Tout au long de la campagne de Syrie, d'ailleurs, et d'Égypte, les témoins que j'ai cités auront une admiration pour leurs adversaires, particulièrement les Mamelouks. Ainsi arrêtés dans leur charge, ils longent d'autres faces de nos formidables carrés sous le feu de la mousqueterie et se portent sur l'angle gauche de la division de Sex. Alors, un petit mot de la manœuvre. Les deux grosses divisions d'avant-garde, Régnier et Dessay, il faut dire Dessay, sont ceux qui vont recevoir la charge de cavalerie, pendant que trois colonnes, Vial, Bon et Rampon, attaquent les retranchements d'Ambabek pour éviter la jonction entre les cavaliers et les fantassins. Ensuite, quand la cavalerie sera encore renforcée pour la rive donc gauche du Nil, les divisions Rampon, Vial et Bon se mettront aussi en carré. La bataille va s'arrêter à 19h, elle est aussi longue, même beaucoup plus longue que la bataille de Waterloo. 5000 blessés et tués du côté ottoman. Ce sont des chiffres, non pas qui viennent d'un historien français, mais ce sont les chiffres de l'Institut du Caire, 300 du côté français. C'est là où je vous montre qu'on a un métier absolument incroyable face à ces intrépides cavaliers. Le butin qui est ramassé, fantastique, et notamment les Mamelouks avaient une curieuse manie. Non seulement leurs uniformes, leur harnachement était superbe, mais ils portaient sur eux, enroulés autour de leur ventre, toute leur fortune. Vous imaginez en pièces d'or, parfois en bijoux. On saisit aussi 50 canons, 600 navires incendiés, et c'est l'entrée au Caire. Je vais maintenant me servir de mon second témoin. Alors évidemment, un historien, comme disait Lucien Febvre, avec Marc Bloch, créateur de l'école des Avals, l'histoire, c'est une science par traces. Quand vous ne pouvez pas interroger les vivants, servez-vous de tout ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'on appelle les sources premières, c'est-à-dire, par exemple, des gens qui ont écrit sans savoir que ça allait être publié. Eh bien voilà, un Grenoblois qui est allé à l'école, qui sait écrire et dessiner, Joseph Laporte, engagé comme tambour à 13 ans au siège de Toulon pour Bonaparte. C'est un soldat qui va suivre ensuite Bonaparte pendant la campagne d'Italie. Et en 1798, il est au sergent au 1er bataillon de la 61e demi-brigade, c'est-à-dire une demi-brigade, c'est un régiment qu'on va appeler bientôt régiment d'infanterie de ligne ou 69e de ligne. Jean Tullard en a fait la préface en soulignant le fait que les écrits pendant toute la période de la Révolution et de l'Empire d'un sous-officier sont extrêmement rares, d'où l'importance de ce témoignage. Il prend des croquis et quand il sera rentré chez lui avant sa mort, il va les colorier. Et c'est tout à fait exact. Regardez bien, nous sommes au cœur de la bataille des Pyramides. Nous avons en 8 et 9 la division Régnier, puis Dezay. Ensuite, on a les 3 autres divisions qui se sont mis en carré, parce que les cavaliers virevoltent, mais en même temps, on a des colonnes d'assaut qui sont en train de prendre les positions d'Ambabek. Tandis que les canonnières françaises, l'artillerie française, mettent le feu au navire de l'autre pacha, qui est Ibrahim, de l'autre côté donc du Nil, sur la rive droite. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Un point d'histoire. À 6 heures du matin, comme à son habitude, sur le front des troupes, au galop. Mais ce n'est pas une nouveauté. Hannibal, Alexandre, César ont toujours fait pareil. Il n'a cessé de le faire lui-même pendant la campagne d'Italie. Comme tout chef militaire responsable, il harangue ses troupes. Pourquoi voulez-vous que pour la bataille des Pyramides, il soit resté un canard muet? Ça ne tient pas la route. Alors vous me direz, mais il y en a qui l'ont entendu. Oui, les gens de la division Régnier et ceux de la division Dezay, mais pas les autres, sont trop loin. Voilà pourquoi continue de polluer nos ouvrages d'histoire cette légende en disant il n'a jamais dit. Non, on cite une mauvaise citation. Il faut d'ailleurs se référer au journal intime de Vivant Denon qui reprend exactement la même formule qu'il a lui aussi entendue. Voilà la vraie formule donnée par Laporte et François. Ils ne se connaissent pas. Le même jour, ils vont écrire dans leur carnet la même phrase. Soldats, vous allez combattre les dominateurs de l'Égypte. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent.
Je vous ai mis la référence de la page si vous avez envie de vérifier. Laporte, je l'aime bien parce que voilà, quand il est parti de Grenoble, il avait 13 ans, vous voyez, il lisait, il va à Lyon avec un I. Et ensuite, vous avez l'entrée de Bonaparte au Caire, une vision extraordinaire de l'Égypte, comme s'il la voyait à l'envers d'un satellite. On voit bien le delta très riche, arrosé par les crues du Nil. On voit la mer Rouge. En revanche, les côtes, bon, de la Palestine et puis l'Anatolie, c'est un peu bizarre. On devine le golfe, l'isthme de Suez. On voit bien la bataille des pyramides. C'est assez remarquable, cette inventivité, en même temps cette fascination, on va y revenir, de l'Égypte pour donc Joseph Laporte. On trouve dans Joseph Laporte cette mention de l'entrée triomphale de Bonaparte au Caire. Les carottes se portent en foule à notre rencontre et sur notre passage pour contempler ceux qui avaient, en une seule bataille, détruit et expulsé cette milice belliqueuse de Mamelouks qui opprimait et tyrannisait toute la population égyptienne. Bon, on peut effectivement nuancer, ils n'étaient pas seulement que des oppresseurs, puisque, je vous rappelle, ils représentaient le sultan calife de Constantinople. Bonaparte est fermement convaincu, avec les savants qui l'accompagnent, et un général comme le général Caffarelli, qui est un homme de l'arme du génie, qui est un Béarnais particulièrement estimé pour ses connaissances dans multiples domaines, y compris l'astronomie. On est convaincu d'apporter des lumières, et on veut séduire. Il s'agit notamment de restaurer l'identité égyptienne. Et là, mon collègue Ahmed Youssef vous dira, c'est lui qui, le premier, a parlé de cette identité. Nous n'étions auparavant qu'un des peuples de l'Empire ottoman. Si bien que nous sommes là dans un des points centraux de la commémoration du bicentenaire. Bonaparte, comme Napoléon, est un accoucheur de peuples. Certains sont des francophiles à 100%. Les Slovènes, les Polonais, les Croates de Dubrovnik, les Italiens du Nord, oui. Et d'autres, comme dans le cas égyptien, ce sont des gens qui ont été titillés par le sabre de Bonaparte, si j'ose m'exprimer ainsi, qui ont eu parfois quelques sympathies, puis ensuite se sont retournés contre lui en forgeant justement leur unité nationale. C'est la naissance de la nation égyptienne. On va le voir avec le successeur des Mamelouks, qui sera un indépendant, qui sera le fameux Mehemet Ali, pensez l'obélisque de la Concorde. On va le voir pour les Espagnols, par exemple. On va le voir aussi avec des nuances pour les Allemands. Je referme ma parenthèse. Un de mes collègues, qui est un historien de l'université du Michigan, a estimé que Bonaparte voulait créer une république islamiste. Oh là là, quelle horreur! Non, pas du tout. Bon, il s'est entouré de ce qu'on appelle un divan, c'est l'organisation d'un gouvernement, comme le sultan calife de Constantinople avec un divan, mais il y a mis des Égyptiens et pas des Français. L'idée que va reprendre plus tard Lyautey au Maroc, c'est une administration laissée en place. Il ne veut pas faire de l'Égypte une république islamique, non. C'est un protectorat qui garde son statut d'État que l'on veut musulman. Voilà en quoi il est d'une modernité absolument surprenante pour un homme donc, qui reste un homme des Lumières et qui ouvre sur l'époque contemporaine. On le verra même s'habiller, après être allé aux pyramides, on le verra même s'habiller comme un dignitaire de l'administration de la Sublime Porte. Hélas, tout ça c'est bien beau, mais il y a un empêcheur de tourner en rond. C'est Nelson. Nelson qui a cherché vainement la flotte française et finalement on va la trouver en rade à Aboukir. Vous avez ici un dessin de Joseph Laporte qui vous montre que seuls des petits bâtiments de 64 canons maximum peuvent entrer dans le port ensablé d'Alexandrie. C'est une représentation d'Alexandrie avec la colonne de Pompée, mais là il y a une erreur, elle n'était pas dans les murailles mais extérieure à la muraille. La seule solution, c'est d'aller mouiller dans la rade qui est à l'est d'Alexandrie, la rade d'Aboukir qui est près de ce petit port et la ville de Rosette. Aïe, 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 aïe. L'amiral Bruys enchaîne les vaisseaux français ou leur demande de rester à l'ancre. C'est une position qui paraît formidable sur le plan de l'artillerie qui est tournée vers le large,
Seulement, on a mal calculé. Regardez, une brasse fait 1,88 m. Un 74 canons qui équipe les 2/3 de la flotte de Nelson fait 8 mètres de tir en dos. Il faut faire un tout petit calcul. Ce que les Anglais vont faire, parce qu'ils ont d'excellentes cartes marines. Et hélas, les Français font la même erreur que lors d'une grande défaite navale, la première face à l'Angleterre, en 1340. Les Français avaient eu défaut de faire la même chose. Les navires avaient jeté l'ancre, mouillé l'ancre, pardon, et s'étaient enchaînés. Et le résultat, c'est pas brillant. Nelson a parfaitement compris, d'autant que l'amiral français a commis une erreur colossale. Regardez-les. Elles font des mots croisés. Les frégates Artemis, Diane et Justice, il y en a 2 autres qui sont en mer, mais trop loin, ne sont pas en avant de la flotte, si bien que l'amiral français est aveugle. Et Nelson tombe dessus comme la foudre. Il se trouve qu'un de ses commandants de vaisseau, sur le premier des navires anglais, réussit à passer entre le trois-ponts Le Guerrier et un haut fond que défendent des canonnières. Il se rend compte que le passage est libre. C'est le commandant du Goliath. Suivent alors 3 autres 74 canons, l'Orient, le Théseus. C'est possible. Si bien que le reste de la flotte anglaise va prendre sous 2 feux une flotte française qui n'a qu'une partie de ses équipages. Beaucoup de personnels sont donc à terre, sachant qu'il est absolument impossible, si vous n'avez pas 100% de vos hommes à bord de ces navires, de tirer de ce qu'on appelle des 2 bordées, faire feu des 2 bordées. C'est donc un découpage par tranche de la flotte française à Aboukir. Alors il y a de grands moments, le commandant du Petit Thouars, 80 canons, le Tonnant pris entre 2 feux. Voilà sur le Tonnant, la mort héroïque du capitaine de vaisseau du Petit Thouars. Hein. Il se trouve qu'un boulet anglais lui a arraché le pied et une partie de la jambe. Pour continuer de commander, il se fait placer dans une espèce de sac de son pour arrêter l'hémorragie temporairement ou la ralentir. Et jusqu'à sa mort, il commandera le feu en faisant jurer à l'équipage du Tonnant, n'amenez jamais votre pavillon. La bataille s'arrête à 23h, quelques minutes. Le navire amiral français, 118 canons, l'Orient, explose parce qu'un boulet anglais tiré par je ne sais plus quel vaisseau met le feu aux poudres. C'est une explosion tellement colossale que la bataille s'arrête. Nelson même est blessé à la tête et pendant 15 minutes, geste d'humanité, il lui reste une seule chaloupe, les autres ont été criblés d'éclats. Il envoie cette chaloupe recueillir quelques survivants. Le désastre est là, sur les 13 vaisseaux, seuls 2, plus 2 frégates, parviennent à s'échapper. De sorte qu'après Aboukir, Bonaparte est prisonnier de sa conquête. Alors il rêve d'Alexandre. Pour rester, il faut moderniser l'Égypte. Il faut éblouir pour faire oublier Aboukir, dit Ahmed Youssef. Voilà une image du Caire, avec la citadelle du Caire. Le Caire, c'est une petite ville à l'époque, 200 000 habitants. L'Égypte est peu peuplée, 3 millions d'Égyptiens. Bonaparte va donc appliquer ce que Alexandre avait fait. Il était enfermé dans sa conquête, même s'il est Ali Bonaparte, s'il est sultan Kébir, Kébir veut dire vainqueur. Il fait ce qu'Alexandre avait fait à Alexandrie en créant notamment le muséum, comprenant bientôt la bibliothèque. C'est le rêve des mélanges des cultures. Il crée l'Institut des arts et des sciences, l'Institut du Caire, qui existe toujours. Monge, le mathématicien que je représenterai tout à l'heure d'ailleurs, et là, comme président, Bonaparte est vice-président. Il y a 5 sections, mathématiques, physique, littérature, art, astronomie. Il y a un cabinet de minéralogie. Il y a aussi ce qui concerne le Nil. On veut trouver quel est le mécanisme de ce fleuve miraculeux qui est en crue pendant l'été. Je crois que le plus important pour nous, c'est que cet institut existe toujours. C'est l'institut de recherche le plus prestigieux du monde musulman. Et l'idée de génie de Bonaparte, c'est de dire, nous, Français, nous créons l'institut, mais ce sont les Égyptiens qui vont ensuite prendre la suite. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils multiplient ensuite les gestes de séduction. On le voit par exemple jeter dans le Nil le 19 août, au moment du crescendo de la crue du Nil, une petite statue de la déesse Isis, au fameux nilomètre. Et au moment où la statue touche le fleuve,
Bonaparte avait créé ou curé un canal, il fait de nouveau entrer le Nil dans la ville du Caire pour enlever des siècles de pourriture et de saleté. On le voit aussi le 20-24 août, feu d'artifice, défilé, fête du prophète, garantit la route de la Mecque pour les croyants. Sa cavalerie accompagne les croyants jusqu'à Suez, où des navires venus de Jeddah amèneront ces pèlerins jusqu'à la Mecque et Médine. Le 22 septembre, l'anniversaire de la République, au centre du Caire, on érige un obélisque avec le nom de tous les soldats et les marins morts en Égypte. On plante un drapeau sur la grande pyramide. Voilà une image orientaliste, Bonaparte au Caire, de Jean-Léon Giraud. Alors je ne mens pas de vous parler du rêve de Suez. Retrouver le canal des pharaons, le voilà, vous voyez, entre les lacs amers, le petit et le grand lac amer et le golfe de Suez, il y a donc ce premier canal, puis ensuite le canal des pharaons se branchait sur maintenant un bras mort du Nil. L'origine, c'est sous Sésostris III au Moyen Empire, en 1850 avant le Christ, puis ensuite un canal qui a été refait dans la dernière grande époque des pharaons, l'époque de Néchao II, vers l'an 600. L'an 600, c'est l'époque où un marin phénicien, à la solde de Pharaon, fait le tour de l'Afrique, à l'envers d'ailleurs, en partant par l'ouest pour arriver à l'est. Il est donc passé par ce fameux canal. Ensuite, les Romains ont continué avec un agrandissement du canal, le fameux canal de Trajan. Je n'ai pas le temps de détailler. La première mondialisation, ce n'est pas Christophe Colomb, ça a démarré bien avant. On pourrait citer l'époque romaine. Je pense notamment au poste romain, un fort romain à Aden, la péninsule arabique, et même ce fameux temple d'Auguste trouvé dans une ville aux Indes, dédié à Auguste et à son épouse. Je passe sur cette histoire qui est passionnante pour vous montrer que Bonaparte est allé 2 fois dans l'isthme de Suez. Mais là, le problème, c'est qu'il est accompagné par les 2 polytechniciens que j'ai mentionnés, notamment Jollois, et puis le physicien, le grand maître, le père. Mais lorsque la flotte française est arrivée à Alexandrie, la tempête n'est pas calmée. Et le navire qui transportait tous les instruments de mesure s'est fracassé sur les rochers. Si bien que le père, c'était au pif, et fait une erreur de calcul. La mer Rouge est plus haute de 9 mètres que la Méditerranée. Il se trompe, on va laisser tomber l'idée. Toutefois, le 16 janvier 1799, seconde visite de Bonaparte, qui escorte avec sa cavalerie une colonne de pèlerins qui marche vers la Mecque. Et c'est le « et » qui est important. Vous allez en faire avoir la réponse de ce qui est dans la Bible et dans le film de Cécile Béneville, Les 20 commandements. Voilà ce que dit à l'époque il est sergent, François. Bonaparte et son escorte coururent un grand danger pour retourner à Suez. Ils faillirent subir le sort du pharaon et de son armée, marchant à la poursuite des tribus d'Israël. Le gué qu'ils avaient passé le matin sans difficulté était couvert par la marée haute. Ils furent obligés de remonter vers le fond du golfe. L'arabe qui servait de guide avait mal calculé la hauteur du flux sur cette côte extrêmement basse. Bonaparte fut sur le point d'être submergé. Un guide de son escorte le sauve en l'emportant sur ses épaules. Le fait est véridique. Toute l'armée le sut. Bonaparte, à son passage à Belbéis, le raconta au général Régnier. Vous savez qu'il y a quelques jours, exactement le 29 mars, un pachyderme, une honte à l'art naval, un machin de 220 000 tonnes, dénommé Lever quelque chose, a bouché le canal de Suez. Comment a-t-il été dégagé? Oui, on a fait appel à des remorqueurs de haute mer. Et tout simplement parce qu'il y a eu une marée de 2 mètres, la même, qui a fallu emporter le général Bonaparte. Alors l'effet, évidemment, Bonaparte enfermé dans sa conquête, cette fascination, la fameuse pierre de Rosette, tout simplement parce qu'à Rosette, qui est une ville du Delta et un port qu'on baptise Fort Julien, eh bien, on fortifie la ville et sous le commandement d'un officier du génie, un jour, il y a un coup de pioche le 15 juillet 1799. Voilà ce qu'on découvre. Une pierre en granit de l'époque de Ptolémée, en 196 avant le Christ, en hiéroglyphe, démotique, qui est la langue des gens du Delta, et en grec. C'est l'origine de la traduction, c'est l'origine de ce travail pharaonique, si je peux employer le terme, de tous ceux qui entourent Monge, le mathématicien Monge, voici la photo au centre, aidé de Vivant Denon, le premier conservateur en chef, directeur du Louvre. C'est aussi grâce au relevé, car
on fait des plans, on relève une langue qu'on ne comprend pas, ce sont les hiéroglyphes. Beaucoup d'ailleurs de monuments égyptiens seront ensuite au 19e détruits pour en faire de la chaux. C'est un peu dommage. C'est-à-dire, on relève cette écriture qu'on ne comprend pas sans faire de faute d'orthographe. Si bien que Champollion se servira de ce récit de la campagne d'Égypte pour écrire ce qui est d'actualité, grammaire égyptienne, qui est toujours d'actualité pour les égyptologues. Vivant de nom, évidemment, c'est son journal que je vous conseille de lire parce que c'est assez fabuleux. Je vous ai mis ici la traduction qui a été faite, l'édition qui a été faite au Caire en 2016. Vivant de nom, suivant les armées de Bonaparte et les ânes, parce que lorsqu'il y avait une menace, on se mettait en carré et on mettait les ânes au centre, c'est-à-dire les savants, en même temps que le bagage. Quand ils découvrent le sphinx, eh bien, à l'époque, le sphinx est enterré, c'est une photo que j'ai faite en 2001, c'est pas seulement par la curiosité en passant, voilà qu'après Pompéi, encore un bien culturel, la première fouille archéologique en Égypte, ce sont les gens qui entourent Vivant de Nom qui vont fouiller au pied de la grande pyramide. La description de l'Égypte, évidemment 3000 décès en tout, 200 artistes et savants, 900 planches réunies en 2 volumes, plus 3 volumes de texte sous l'autorité de Vivant de Nom. Et là, je vais vous faire un petit aveu, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quasiment quand j'étais petit. Pourquoi? Parce que j'ai été maître de conférence à Saint-Cyr, auparavant professeur au lycée de Vernon, et mon premier poste a été comme soldat professeur au Britannique militaire de la Flèche. Et à la Flèche, près du Mans, dans la bibliothèque, il y a un exemplaire complet de la description d'Égypte. Alors, tous les jeudis, à l'époque c'était encore le jeudi, j'étais fourré dans cette bibliothèque sous le buste de Louis XVI, et j'ai donc passé 9 mois tous les jeudis à compulser ce travail extraordinaire. Regardez bien, on dirait une photo, hein, c'est une image du Caire, par exemple. Ici, encore l'image prise dans un des monuments égyptiens, je n'ai pas retenu lequel. C'est tout à fait précis, à la fois on s'intéresse pas seulement aux vieilles pierres, on veut savoir comment fonctionne le Nil, on s'intéresse à la faune, on s'intéresse aux habitants, on s'intéresse à la flore. Évidemment, on a remonté le Nil quand le général Dessay poursuivait Mourad Bey, en se comportant d'ailleurs comme un gentleman. Mais voilà, l'expédition de Dessay jusqu'à Assouan. Succession de combats contre les Mamelouks, mais il est suivi aussi par les scientifiques. C'est un éblouissement permanent. Pour la première fois, les scientifiques remontent le fleuve civilisateur, les rives du Nil. Moi-même, j'ai cédé à cette magie, surtout le voir sans personne. Décembre et janvier, décembre 2000 et janvier 2001, je suis rentré en lévitation par ces couchers de soleil. Puis en même temps, il y a quelque chose qui sort de ce fleuve, surtout si vous le voyez dans des conditions optimales. Je me suis adressé à lui en le tutoyant. Et j'avoue qu'avec ma compagne, le 31 décembre 2000, devant la grande écluse d'Esna, c'est un gigantesque lac, il y avait là à peu près une cinquantaine de bateaux. Au changement de millénaire, on n'a pas passé le millénaire le 31 décembre 1999, non! On a passé le millénaire le 31 décembre 2000. Et cette minute, je ne l'oublierai jamais de ma vie, j'étais sur le fleuve sacré, sur le fleuve roi. Et à minuit pile, avec les feux d'artifice qui sortaient des bâtiments, tous les bâtiments ont lâché leurs sirènes. C'était extraordinaire, c'était à la hauteur de la civilisation égyptienne. Hélas, ce n'est pas seulement une promenade de santé. Voilà que pour la première fois, venant du fin fond de l'Arabie, parce que le Dour à l'islam, la terre sacrée d'islam a été souillée par des Roumis, on voit apparaître les premiers éléments d'une guerre sainte, et notamment par des wahhabites qui viennent donner un coup de main aux gens de Mourad. Mais Mourad lui restera quand même un homme, j'allais dire, de la modernité, puisqu'il se battra, sans qu'il y ait d'ailleurs des deux côtés de massacre, et il reconnaîtra sa défaite jusqu'à signer une paix avec le général Dezé. Il mourra d'ailleurs plus tard des suites de la peste en 1801. Assouan, l'île de Philae, l'ultime avancée de la division Dezé,
des photos que j'ai faites en janvier 2001 au débarcadère nord. Alors, c'est un temple qui date de la fin de l'époque de Ptolémée, repris par les Romains. On trouve le pylône du temple d'Isis. On y trouve une inscription officielle due au sculpteur Castex qui suivait la division 2C. Voilà ce qui est dit, on est en 6 de la République, le 13 Messidor, une armée française, etc. Ce sont les fameux graffitis qui sont reconnus comme l'avance ultime, maintenant dans le barrage, au pied du barrage d'Assouan, de l'avance de l'armée napoléonienne. Seulement, il se trouve quelque chose que j'ai vécu qui est tout à fait bizarre. En rentrant dans le pylône, vous savez, cette entrée, il y a donc l'inscription, puis je ne sais pas par quelle force, peut-être parce que mon subconscient croit que je suis une très vieille âme, que j'ai peut-être été un soldat de 2C. Pour quelle raison, je n'ai toujours pas compris, armé de mon canon F1, avec une 400 ASA Tachrome que j'ai portée à 800 ASA, je suis rentré dans un espace extrêmement étroit et j'ai fait cette photo, qui est dans un coin de livre. Là, ce n'est pas l'inscription officielle, ce sont des soldats qui ont voulu marquer à la fois la position ultime en longitude et latitude, mais en même temps ceux qui étaient présents lorsque on a fait ce relevé. C'est donc un graffiti d'une importance absolument incroyable. J'ai légué cette photo à mon successeur sur le poste d'histoire militaire à Sciences Po, lui aussi spécialiste de l'Empire, qui est Walter Boyer-Hostens. Pour vous détendre, quelques images de l'Égypte vue par Joseph Laporte. Alors, il a évidemment fait que des croquis, puis rentrant chez lui, il a un peu oublié. Alors, il a mis deux bosses au chameau, par exemple. Hein. S'est intéressé aussi aux costumes des Égyptiens. À l'époque, on croyait, vous voyez, il y a un pont flottant sur le Nil, Joseph Laporte. Il remarque que Bonaparte a planté un drapeau sur la grande pyramide, celle de Khéops, mais il pense que le sphinx est une singe, donc il y met des seins et un visage de femme. À droite, vous avez un ibis. Bon, on a plus de trésor de Malte, on a de grandes ambitions, on a un divan, c'est une armée à nourrir, donc il faut lever des impôts. Des maladies, d'abord la dysenterie, puis ensuite une mystérieuse maladie des yeux, peut-être due à la réverbération. Petit à petit, le rêve commence à s'amoindrir. Au mois d'octobre, fin octobre, on a quelques imams, quelques savants qui commencent à appeler à la guerre sainte. Il ne s'agit plus maintenant de séduire, mais de survivre. Le 21 octobre, c'est le soulèvement du Caire. Alexandrie aussi. On tue tout ce qui est européen dans les rues. Les survivants vont se réfugier dans la citadelle du Caire, représentée ici par la porte sur le côté droit de ma photo. Bonaparte ensuite, en marche forcée, revient avec le gros de son armée. C'est l'autre partie maintenant, le revers que la propagande impériale a soigneusement oublié de l'expédition d'Égypte. Et quand vous allez en Égypte, j'y vais aller, on va vous le rappeler. Tel Gengis Khan, qu'il entre en 1219 dans la ville commerçante du terminal de la route de la soie, une ville musulmane sainte, Samarcande. Pire, la grande mosquée de Boukhara, il entre comme Attila, à cheval, en disant « Je suis le fléau de Dieu ». Il détruit la ville. Plus tard, son petit-fils, Hulagu Khan, en 1258, et pire, il prend Bagdad. Il tue les 90 000 habitants, plus tous ceux qui sont autour, et mes collègues historiens irakiens estiment qu'on peut estimer à 800 000 tués. C'est un des plus grands désastres de l'histoire, mais surtout un désastre culturel. On raconte que le Tigre était couleur d'encre, car la plus grande bibliothèque du monde, elle était là. Les livres qui avaient survécu à l'incendie et la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait là les écrits d'Aristote en papyrus qui n'ont jamais pu être retrouvés. Ensuite, Tamerlan, en 401, Alep, Damas, Bagdad. Vous avez là une des clés du repli de l'islam sur lui-même. Si bien que, quand on analyse le rapport entre Occident et Islam, il ne faut pas oublier que pour les gens qui habitent la Syrie, toute cette région du monde, le plus grand des fléaux après les croisades,
sont les Mongols. Eh bien, Bonaparte a renouvelé pour des gens qui avaient ceci en esprit un crime effroyable, car en même temps, la mosquée a été souillée, l'université Al-Azhar a été bombardée par l'artillerie française, si bien que l'armée française devient une armée d'occupants. L'insécurité est partout, d'autant que le sultan Khalid de Constantinople a proclamé la guerre sainte. Alors, avant que les troupes ottomanes ne fassent leur jonction, à la tête de 13 000 hommes, Bonaparte décide de marcher vers la Syrie pour prendre l'arsenal de la ville fortifiée de Saint-Jean-d'Acre. Il sait que c'est le seul arsenal de l'armée ottomane qui tient Saint-Jean-d'Acre, gagnera la campagne. Voilà la marche. D'abord, une résistance très forte au fort de El Arish. Une partie de la garnison, Bonaparte permet qu'elle soit libre, avec la promesse de ne pas reprendre les armes contre la France. Quelques-uns de ces soldats, qui sont des Maghrébins, une petite partie rejoindra la troupe française, puis c'est l'entrée dans la ville qui ouvre ses portes de Gaza, mais en même temps, il y a un os. Cet os, c'est la défense de la ville de Jaffa et ses 70 canons. Alors, Alexandre le Grand, qui a pris, après un long siège, la ville phénicienne de Tyr en 332, réservant un sort épouvantable à la ville et aux habitants, et César, avant Alésia en 52, pillant, brûlant, détruisant la ville d'Avaricum, bon, l'arsenal de Vercingétorix. Eh bien, Bonaparte va faire pareil à Java. Il prétexte qu'il n'a pas assez d'hommes pour garder les prisonniers. Il réunit un conseil de guerre. Et là, il emploie quelque chose que l'on appelle le principe de la guerre par la terreur. C'est un crime de guerre qui choque l'armée, qui est reconnu par l'empereur d'ailleurs plus tard à Sainte-Hélène. Là, vous avez une image de Joseph Laporte sur le siège donc de Jaffa. Voilà ce que disent nos témoins, Joseph Laporte, pour les 9000 civils et militaires qui seront tués. Depuis 2 jours, la troupe se nourrit de dattes et d'oranges, rage depuis l'exécution des plénipotentiaires français. On avait envoyé des militaires pour parlementer à la fois à El Arish et puis ensuite Gaza, ça s'était bien passé, mais ensuite à Jaffa. Et là, à Jaffa, ça s'est très mal passé. En même temps, ces soldats ont le ventre creux, ils n'ont pas l'habitude de manger des dattes et uniquement des oranges. Donc c'est un épouvantable carnage qui est commis à l'assaut du 7 mars. Tout ce qui se présenta fut tué, habitants, femmes, enfants, vieillards. On les poursuivit de terrasse en terrasse, de maison en maison. L'irritation, le carnage furent si terribles que les Français, de leur fureur, n'épargnèrent pas même 200 ou 300 Grecs chrétiens de différentes sectes qui, costumés à la turque, croisés par Godefroy de Bouillon-Plume le 15 juillet 1099. Et de poursuivre. On se bat dans les égouts. La ville est mise à sac, pillage la nuit le jour suivant. Quant à la garnison, ce sont des soldats maghrébins qui sont des soldats réguliers de la sublime porte. Les hommes furent ramassés et trouvés ça et là, cachés, déguisés et désarmés, conduits à la tombée de la nuit hors de la ville et fusillés le lendemain de l'après-midi sur le bord de la mer, quoique la veille, on leur eût promis la vie sauve. Que dit Charles François, il est sergent à l'époque? L'artillerie était placée sur les hauteurs et la cavalerie sur différents passages. À 7 heures, à un signal donné, l'artillerie placée à peu de distance des prisonniers et d'infanterie, à 10 ou 15 pas, baïonnette en main, firent feu sur ces malheureux. Puis l'infanterie se rua, baïonnette en main sur eux, en jetant ainsi en moins d'une heure 3563 hommes à la mer. Il conclut comme Joseph Laporte: gémissons sur les atrocités de la guerre et les crimes de la politique. Cette affaire de Jaffa ne cessera de poursuivre l'empereur, qui se confiera plusieurs fois à Las Casas sur ce qu'il a ordonné, qui était contraire à sa philosophie. Il se prenait alors pour Alexandre. Le célèbre épisode des pestiférés de Jaffa. Parce que depuis décembre 98, il y a eu des cas de peste, et c'est sous les murs de Jaffa que la peste s'est répandue dans l'armée, réduite à 13 000 hommes. Alors l'image, évidemment, dans la propagande, on voit quoi? Eh bien, on voit Bonaparte, nous sommes en 1804, il est en train de créer un empire, il veut une nouvelle dynastie, se comporter comme les rois de France qui touchaient les écrouelles. On le voit toucher un bubon d'un pestiféré, sous l'œil très inquiet de Dégénète, médecin en chef, qui a reçu l'ordre formel de ne pas prononcer le mot peste,
sinon ça serait la panique. Oui, c'est une affliction, une maladie locale. Tiens, entre parenthèses, maladie locale, vous avez justement un soldat qui est en costume noir, qui s'appuie sur une colonne, un mystérieux mal dû à un aveuglement qui n'est pas définitif, des soldats habitués peut-être à d'autres latitudes, certainement dû à la réverbération. Donc on a des cas d'aveuglement de ces soldats touchés par la dysenterie également. Plus tard, eh bien, le 27 mai, lors d'une seconde visite, lors de la retraite, Bonaparte donnera un ordre absolument inouï, l'ordre d'euthanasier 30 pestiférés qui sont considérés dans cette mosquée transformée en hôpital comme finis. On va leur faire boire une overdose de liqueur d'opium. Le siège de Saint-Jean-d'Acre, l'échec, 18 mars 20 mai. Pourquoi l'échec? Parce que Bonaparte n'a pas de canon lourd. Il a en face de lui son ancien camarade de Brienne, Philippot, et surtout les canons du commodore anglais Sidney Smith. Vous avez ici une image de Joseph Laporte. La garnison de Saint-Jean-d'Acre est alimentée en poudre, en vivres. Les Anglais canonnent la côte, si bien que l'investissement de la place n'est jamais total. C'est une succession d'assauts, c'est la guerre des mines. Vous avez ici l'image d'un atlas allemand qui vous montre un peu comme Vauban, on est passé par des boyaux, des tranchées successives pour essayer de faire tomber les murailles de Saint-Jean-d'Acre. Évidemment, nos témoins racontent les souffrances. Le sergent Joseph Laporte raconte les souffrances de ce siège, la chaleur, parfois le froid la nuit, le combat incessant, l'arme blanche souvent dans les tranchées. C'est 14-18. C'est ce qu'on peut appeler une brutalisation de la guerre, bien avant la Grande Guerre elle-même. C'est la guerre des mines. 2 grandes mines françaises feront sauter une partie de la muraille, mais ça ne sera pas suffisant. C'est des assauts répétés. Et voilà ce que dit Joseph Laporte. Par le feu, la peste, la dysenterie, suite de l'extrême fatigue que nous éprouvions étant presque toujours sur pied, les privations se faisaient sentir. Et seuls l'or et l'argent qui ont été pillés à Jaffa permettent d'acheter des vivres aux marchands arabes et aux druzes. Et l'autre témoin, François, voilà ce qu'il dit. À cheval sur le parapet de la tranchée, il va tirer en continu le 6 avril, 1h15. 2 de ses camarades lui passant des armes, les siennes étant rechargées à la suite. 8 balles le touchent. Pourquoi? Parce que, à moins de 100 mètres, le coup est mortel, mais ce sont des gros calibres, il y a une question de masse et de vitesse. Donc, quand vous tirez d'un peu trop loin, vous avez peut-être une chance de vous en sortir avec des bobos. Je vous renvoie au livre qu'a publié très récemment mon dernier élève, 33e élève de thèse, docteur urgentiste Vincent Laforge. Je vous renvoie à cet extraordinaire résumé de quelques pages, balistique lésionnelle, pour savoir comment on peut échapper à un tel tir. Je passe au cœur du combat. Le 10 mai, Bonaparte a enfin reçu quelques pièces de 16 livres, c'est-à-dire 16 livres, une livre c'est un demi-kilo, et un canon assez gros de 32, mais il n'en a qu'un. Le chef de pièce vient d'être tué. C'est François qui a quelques connaissances en artillerie qui dirige alors le tir, et Bonaparte, en pleine nuit, vient à ses côtés. Il me regarde tirer, et voyant l'effet du boulet sur les remparts, il s'approche de ma pièce, la dirige et me dit « tire toujours là ». C'est ce que je fis pendant plusieurs heures. Ensuite, il parcourt les tranchées et s'avança malgré les dangers jusqu'au pied de la brèche, restant quelque temps debout sous le feu des remparts. C'est de là qu'il donna des ordres pour un nouvel assaut. Repoussé, échec. Le 16 mai, dans la tranchée, c'est une mêlée extraordinaire avec la garnison qui sort de ses murs. François est sérieusement blessé. Je reçois 5 coups de sabre au bras et à la tête. L'un d'eux me décolle la peau du front qui tombe sur l'œil droit. Puis il reçoit un éclat de bombe qui lui casse le bras gauche. Larrey, le baron Larrey, plus tard, chirurgien de l'armée, lui remet le bras en place et recoupe la peau du front. Faute de charpie, Larrey se sert de coton, c'est une des premières fois qu'on dit cette mention. Le bras en écharpe, François est retiré du front. C'est ça la réalité, c'est ça un métier d'historien. Ne pas se contenter seulement du cocorico, du beau souvenir de la campagne d'Égypte, c'est la souffrance extraordinaire du soldat. Alors après, malgré une extraordinaire victoire due à la solidité des carrés du général Kléber face à l'émir de Damas, qui vient avec une armée de secours, donc du pacha de Jaffa, assiégé, eh bien cette armée est écrasée à la bataille du Mont Tabor. Malgré cette victoire,
30 hommes jour morts de la peste. Et on apprend que les Anglais et les Ottomans menacent de nouveau l'Égypte. Il faut donc plier bagages dans des conditions épouvantables. Le bilan au retour du Caire, 1200 hommes tués au combat, 600 par la peste, 1800 blessés, sans compter tous les pestiférés, gants blessés, estropiés qu'on a abandonnés sur la route. Quand on arrive en Égypte, on est en situation de contre-insurrection. Le pays est à feu et à sang. Il faut un geste spectaculaire. Et c'est le miracle d'Aboukir. La deuxième bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799, après des prodiges de valeur sur lesquels je passe, vous avez ici une image qui vous montre la presqu'île d'Aboukir, où finalement c'est la cavalerie de Murat qui emporte la décision en chargeant les Ottomans qui avaient été débarqués par les Anglais. Les Ottomans avaient une petite idée un peu curieuse, ils s'étaient mis à décapiter les soldats français capturés ou même les soldats français morts. Et ce geste avait retourné la situation, une charge impétueuse, Lannes, puis surtout Murat, et ensuite c'est une véritable ruée, une victoire totale, encore une fois, quitte ou double. Aboukir II, par son très riche butin, fait oublier la bataille navale d'Aboukir I, et miraculeusement, Bonaparte est sauvé. C'est un véritable exploit, ce qui fait dire à un homme qui est très critique envers Bonaparte, qui est le lion de Strasbourg, et il tombe dans ses bras au sort de la bataille. Général, vous êtes grand comme le monde, mais le monde n'est pas assez grand pour vous. Bonaparte et l'expédition d'Égypte. Oui, l'ordre a été rétabli, notamment grâce au prestige de cette seconde bataille terrestre d'Aboukir. Et Bonaparte a reçu des nouvelles en France. C'est un vrai désastre. La deuxième coalition, tout le gain de ces campagnes d'Italie sont annués. Les Russes, les Autrichiens sont sur les frontières françaises maintenant. Le directoire est aux abois. L'abbé Sieyès a en main déjà tout ce qu'il faut pour changer de constitution. Car ce n'est pas Bonaparte qui a imaginé l'usure primaire. Lui, ce sera le sabre et il prendra la confiscation du coup d'État à son profit. Mais il s'agit bien d'un des pères de la Révolution qui veut changer de régime, parce que non seulement la France est battue sur ses frontières, dans ses anciennes conquêtes, y compris en Italie, où on perd tout, sauf Gênes, mais également les Vendéens ont repris les armes. Il y a une insécurité d'à peu près 100 000 personnes qui sont désespérées, qui se transforment en brigands. Alors, sans le dire à grand monde, avec Desaix, Duroc, Murat, Vivant Denon, Berthollet, Monge, en catimini, il embarque secrètement sur la frégate La Junon, qu'on appelle à l'époque la Murion, qui est le nom d'un colonel qui s'était exposé pour recevoir toutes les balles que Bonaparte aurait dû recevoir sur le pont d'Arcole. Petit point d'histoire, l'historien anglais Vincent Cronin, traduit en français, a écrit une biographie de Bonaparte. Il a eu accès aux archives de l'amirauté à Greenwich. Et il pense que l'amiral Nelson a fait exprès de laisser passer la frégate La Murion, parce qu'il pensait que l'arrivée de Bonaparte aurait créé en France une situation de guerre civile. Je referme la parenthèse. Je vous renvoie aussi au chef-d'œuvre de 1985 du cinéaste égyptien Youssef Chahine, avec Michel Piccoli dans le rôle du général Caffarelli, qui est mort les armes à la main, ou plutôt des suites de sa maladie le 27 avril 1799. Alors la fin. La fin, c'est Kléber. Kléber qui est fou furieux quand il apprend le départ de Bonaparte. Il est informé par lettre. Il se retrouve avec une armée enfermée en Égypte. Il fait des prodiges de valeur. Victoire de Damiette face aux Anglais et aux Mahométans venant d'Istanbul, donc les Ottomans. Héliopolis, le 20 mars 1800, après avoir maté d'ailleurs une seconde révolte du Caire, ô combien pénible, et il est assassiné au Caire le 14 juin 1800. Voilà le monument qui lui est dédié à Strasbourg. Il a été mis dans un sarcophage, et pour la petite histoire, il a été enterré debout dans ce sarcophage, dans cette statue, c'est le seul cas en France. À Kléber, ses frères d'armes, ses concitoyens, la patrie, 1840, ici reposent ses restes. L'exécution de Suleiman El Halep, qui a lieu au Caire, en présence des troupes françaises. On remarque également l'armée a continué à recruter notamment des Coptes, des Grecs,
Il y a même un corps de cavaliers mamelouks qui ont rejoint l'armée française. Le supplicié a vu son bras droit, ou plutôt sa main droite, coupée, et ensuite on l'a empalé. L'armée française a défilé. On a décapité aussi les deux complices de Suleiman el-Haleb. C'est la fin. La fin, malgré des prodiges de valeur, que passe sur une dernière victoire terrestre due au général Friant. Le problème, c'est ce général, un général de 72 ans, le général Menou, qui est devenu musulman, qui a épousé une jeunette. Il n'a plus aucun crédit. Il n'a pas du tout de formation pour devenir un grand stratège et il est submergé par le nombre à la bataille de Canop. Il obtient quand même une reddition honorable le 27 juin 1800. Il n'y a plus que 6000 survivants, y compris les Coptes et les Grecs qui ont été incorporés dans l'armée française et quelques Mamelouks. Les Français peuvent rentrer avec leurs armes sur des vaisseaux anglais, mais les Anglais ont confisqué la célèbre pierre de Rosette, dont nous n'aurons qu'une copie au Louvre. Notez qu'au passage, 27 savants ont laissé leur vie en Égypte. Joseph Laporte, lui, va rentrer épuisé. Il meurt peu à peu. Il a été mis en quarantaine à l'île de Pomègue. Le capitaine François, lui, a été fait prisonnier par les Turcs. C'est une aventure absolument extraordinaire que peut-être un jour je vous raconterai, les nécessités du temps libre. Il rentre en octobre 1803 pour reprendre du service, lui. En conclusion, que retenir de l'échec militaire de l'expédition d'Égypte? Ne sombrons pas dans une sorte de la géographie. Non, c'est un échec militaire. Un de mes collègues, qui est un historien américain, a fait une petite recherche et il a estimé que hors des Mamelouks, la population égyptienne, c'est quand même 15 000 tués, 7 000 en dehors de l'expédition de Syrie pour les Français, Juan Cole, donc Bonaparte à la République française d'Égypte en 2014. Il y a des idées clés à retenir. La positive, et j'en suis le représentant que je revendique, une égyptomania qui atteint à la fois la mode à travers les meubles, les bijoux, les collections du Louvre, de Turin ou du British Museum en portent évidemment la trace, mais en même temps, nous sommes bien dans le choc des civilisations, car le monde musulman a été réveillé à coups de sabre et de canon, par Bonaparte, mais également par Lord Cornwallis. Lorsqu'il a vaincu le sultan de Mysore, il met en coupe réglée et en obéissance l'Inde. Il n'y aura plus tard que les Sikhs qui seront aptes à reprendre les armes. Et donc, le monde musulman, c'est aussi les Indes à l'époque. Ce qui veut dire que la terre sacrée a été souillée par les chrétiens. Il faut donc réagir de deux façons. Dans ce qu'on appelle en arabe la Nahada, la renaissance de l'islam, soit moderniser l'Occident dans le cadre de la mondialisation, c'est le bénéfice de l'expédition d'Égypte. Le célèbre vice-roi, je veux bien, mais en fait l'Égypte était indépendante, de Mehemet Ali, qui est l'ami de la France, qui continue l'œuvre de l'Institut du Caire. Vous connaissez l'histoire de la girafe, peut-être, l'histoire de l'obélisque. Donc, c'est moderniser la France, dont Nasser est le représentant dans cette partie du monde. Ou bien alors, l'autre solution, rappelez-vous les Wahhabites que l'on voit pour la première fois le long du Nil, qui font le coup de feu contre la division de Zé. Le repli identitaire conservateur, c'est de l'actualité. C'est l'obscurantisme militant, le salafisme et le wahhabisme, dont l'origine vient en grande partie d'Arabie saoudite. Voilà le bénéfice de cette extraordinaire aventure. Mais je vous dirais que, en conclusion, Bonaparte continue de me fasciner. Mes étudiants le savaient très bien. Il a été aussi, malgré tous ces aspects effroyables de mégalomane, une extraordinaire école d'énergie. Et en conclusion, je vous fais ce cadeau qui a été pour moi la philosophie de ma vie, ce qui explique que j'ai un caractère épouvantable, que je ne supporte pas la médiocrité. Un homme sans courage ni bravoure est une chose. Bonne commémoration. À bientôt sur nos ondes. Ce coup-ci, j'espère vous voir physiquement le 20 mai pour la prochaine conférence qui sera consacrée à Aubagne, au héros de Giuseppe Garibaldi. Merci.